Suite au visionnage de Massacre à la tronçonneuse, nouvelle génération, il a été décidé qu'autant d'efforts que ceux qui a été mis dans la création de ce film seraient utilisés pour l'introduction de cette vidéo. Massacre à la tronçonneuse 4 débute sur le texte d'ouverture le plus vide de la franchise, littéralement on n'y apprend rien, et même le texte lui-même a l'air de plus trop savoir ce qui s'est passé dans les films précédents. Et il en a absolument rien à foutre. Nous sommes en 1996, et depuis Massacre à la tronçonneuse 3 en 91, les meurtres liés à Leatherface n'ont pas refait surface. Ce qui d'après ce qu'on va voir dans ce film est plutôt dur à croire. Mais on va aussi voir que la logique n'a pas lieu d'être dans cet univers. On commence notre histoire dans ce qui est le bal de fin d'année le plus cheap de l'histoire. Il y a qu'à voir, apparemment on n'avait pas les sous pour louer un gymnase et une vingtaine d'extras sous-payés pour faire genre. Non, on reste à l'extérieur du lycée avec une bande d'acteurs complètement mous qui ont autant l'air de vouloir être là que moi. Ça se sent que je l'ai détesté ce film ou il faut que je sois moins subtil? Donc nous serons accompagnés durant cette course en auto-tamponneuse déchargée par Heather, la meuf qui admet elle-même être bête et manipulable, Sean qui fume, Barry le connard manipulateur qui n'a aucune conscience de lui-même, et Jenny la nana intelligente et qui fume. Attention, on va à l'encontre des clichés dans ce film, joué par Renée Zellweger qui avait un agent pas très sympa à l'époque visiblement. Ce petit groupe de jeunes tout à fait insupportables se casse du bal en voiture parce que Heather en veut à Barry d'avoir pécho une autre meuf, mais Sean et Jenny ils étaient en train de fumer sur la banquette arrière, mais bien sûr Heather continue sa route et part dans une forêt qu'aucun d'entre eux ne connaissent, et elle continue à s'enfoncer dans cette forêt parce que nique la logique, il faut commencer à tuer des gens sinon les spectateurs ils vont s'ennuyer. C'est vrai que les fans de Massacre à la tronçonneuse ils ont pas du tout l'habitude d'être devant un rythme assez lent pour créer une ambiance réaliste et crasseuse. Attends, faut que je respire. Donc, ils se retrouvent au milieu de nulle part, se prennent une autre voiture et paniquent parce que le gars d'en face est blessé. Ils arrivent à redémarrer leur voiture, mais comme elle bouge pas de suite, ils pensent même pas à la pousser. Ils se séparent en 3 contre 1. Jenny, Benny et Heather se cassent donc en laissant Sean seul pour aller chercher de l'aide. Le trio tombe sur Darla, je suis sûr que ce personnage secondaire qui n'appelle ni les flics ni les urgences est tout à fait bien intentionné. J'en suis sûre. Elle appelle par contre son mec, qui comme on l'apprendra plus tard, s'appelle Wilmer Sawyer et est joué par Matthew McConaughey. Donc petite mise à jour depuis le dernier film, on en est là niveau arbre généalogique des Sawyer. C'est marrant que tout le monde oublie constamment que dans le premier film, c'est l'isolation extrême de la famille qui les rendait fous et immoraux, et du coup terrifiants. Pourtant avec une famille comme ça, les Noëls devaient être poilants. Wilmer arrive sur la scène de l'accident et on se rend vite compte que McConaughey a décidé de se faire plaisir et de donner dans le surjeu absolu. Et profitez-en parce que c'est le seul divertissement auquel vous aurez droit. Il annonce que le jeune homme est mort pour ensuite l'achever et se mettre à poursuivre Sean qui a pas l'air plus embêté que ça puisqu'il décide de faire un petit jogging le long de la route. Il se fait tuer hors champ parce que pas de budget. Pendant ce temps, Barry et Heather laissent tomber Jenny pour se retrouver dans la maison d'un certain W.E. Sawyer. Le même W.E. Sawyer qui devait être le seul personnage arrêté dans l'affaire de Massacre à la tronçonneuse et qui avait été accusé d'être Leatherface. Est-ce qu'ils ont juste pris un nom au hasard dans le film d'avant sans se poser de questions? Oui, je pense que c'est ça, oui. W.E. s'en prend à Barry pendant que Heather se fait courser par un Leatherface qui ne peut plus s'arrêter de crier. Au passage, on recopie 2 scènes de Massacre à la tronçonneuse 1 sans un poil de la tension qui les rendait si marquantes. Barry s'enferme dans la maison alors qu'un gars le course avec un fusil, tout ça pour aller aux chiottes. Mon Dieu, par pitié, tuez-le. Merci. Pour info, pendant tout ça, on est qu'à une demi-heure du film. Hein. J'accélère pas le rythme artificiellement. Tout s'enchaîne n'importe comment. Wilmer rattrape alors Jenny, qui questionne un tantinet pourquoi Sean n'est pas avec lui, et ce qui est arrivé à l'autre jeune homme de l'accident. Mais elle monte quand même dans son pick-up. Wilmer tente de lui foutre la trouille avec le cadavre de Sean qui se trouve à l'arrière du pick-up, ce qui pousse Jenny à sauter du dit pick-up. Et maintenant ils sont au milieu d'un champ parce qu'il faut bien que Matthew puisse poursuivre René avec son gros pick-up. Mais c'est bon, elle se rappelle enfin que voiture versus arbre ne peut donner qu'un seul résultat. On recopie une séquence entière du premier film sans chercher à comprendre pourquoi elle faisait peur à ce moment-là. Littéralement, c'est la même séquence. Jenny court vers la maison isolée, poursuivie par Leatherface, lui ferme la porte au nez, il la détruit à coups de tronçonneuse, elle monte à l'étage, trouve un gars qui respire clairement, je sais pas, et elle finit par sauter par la fenêtre. C'est la même chose en nul à chier. Plus tard, il y a même quasiment la même ligne de dialogue sur la destruction de la porte par Leatherface. René se découvre des talents d'acrobate, talents qui disparaissent 2 secondes plus tard et elle se barre dans la forêt. Parce que, je vous le rappelle encore une fois, nique la logique, Jenny se retrouve à nouveau dans le bureau de Darla.
Non, moi non plus, je sais pas comment c'est possible, géographiquement parlant, non. Darla, qui, maintenant on le sait, sort avec Wilmer, donc oui, elle fait partie de la famille Sawyer, oui. W.E. débarque pour recapturer Jenny, elle est promptement mise dans le coffre de Darla qui passe prendre une pizza, et on a un moment de tension. Darla commande des pizzas avec Jenny dans le coffre qui gueule, il y a du monde autour, une voiture de flic qui s'arrête dans la file derrière elle, mais Darla elle remarque pas puisqu'elle essaye de faire taire Jenny. Le flic s'approche, et elle ferme le coffre juste à temps. C'est pas très bien filmé, pas très vraisemblable et même plutôt ridicule dans la réaction de Jenny, mais au moins c'est quelque chose. Sur la route du retour, Darla trouve Heather qui a réussi à se décrocher toute seule. Ouais, Pam elle a vraiment pas fait d'effort, tout est dans les triceps, ça va... Ok, cette blague-là m'a fait rire. Je l'admets. J'ai honte, mais je l'admets. Bon alors on arrive au dernier acte du film et j'avoue que je sais pas trop comment résumer tout ce qui se passe. Pendant mes visionnages, j'avais l'impression d'avoir pas assez d'oxygène dans le cerveau, sincèrement. Vous êtes prêts? Une fois arrivé à la maison, tout le monde s'engueule, Matthew fait son gros sexiste avec Darla et envoie chier son frère. Leatherface... oubliez Leatherface, il sert vraiment à rien pour le reste de l'histoire. Oui, il est sur l'affiche, mais croyez-moi, il y a beaucoup d'autres choses plus marquantes. Matthew mâchouille le nez de Heather qui est toujours en vie, Jenny chope un fusil mais n'a aucune idée de comment l'utiliser, ce qui nous donne la scène la plus mal surjouée que j'ai jamais vue. Tout le monde surjoue mais dans un registre différent, c'est très gênant. Jenny arrive à repartir, essaye de piquer une voiture, mais se plante et se fait rechoper. J'ai pas compté combien de fois ça fait à force. Darla et Wilmer se sautent dessus de manière très violente et malsaine, et on se retrouve face à la scène du dîner obligatoire. Je sais, vous devez avoir l'impression que je résume beaucoup, mais non. Non, tout ça se passe aussi vite et aussi mal. Et on n'est pas encore arrivé au plus bizarre. Selon Darla, la raison pour laquelle les Sawyer tuent des gens depuis toutes ces années, c'est qu'ils travaillent en secret pour une organisation surpuissante qui a pour but de faire connaître l'horreur à des gens au hasard pour établir une certaine harmonie, et parce que la douleur, c'est la transcendance, et cette organisation Illuminati, là, ils auraient implanté une puce explosive dans le cerveau de Darla qui l'empêcherait d'aider Jenny. Alors certes, Darla est sûrement aussi folle que les Sawyer, il faut pas croire tout ce qu'elle dit. Mais après, on a un membre de cette organisation, français qui plus est, qui débarque pour checker le travail de Wilmer, donc c'est vrai tout ce qu'elle a dit là. L'Illuminati, mal coiffé, Rothman, s'énerve contre Wilmer du fait que Jenny soit toujours en vie, montre ses merveilleux piercings, torture un peu Wilmer, et Jenny en profite pour s'enfuir. W.E. est tué dans l'eau par Wilmer au passage, Leatherface poursuit Jenny, on rencontre les deux personnages les plus attachants du film, c'est pas très compliqué, il y a un avion dans le ciel, arrêtez de vous poser des questions à ce stade, on a bientôt fini. Wilmer se débarrasse des deux seuls personnages attachants, est tué par l'avion là parce que... Et Jenny est sauvée par une limousine sauvage. C'est le français qui la sauve, parce que je sais pas, il est français, il parle d'expérience spirituelle et d'un programme mondial de famille cannibale pareil au Sawyer, et plutôt que de la tuer pour que cette info super confidentielle ne soit jamais dévoilée au grand jour, il l'amène à l'hôpital, et il y a un gentil flic qui lui dit qu'ils vont trouver qui a fait ça, et il y a un gros plan sur quelqu'un dans un brancard, mais je sais même pas qui c'est, et même dans les crédits c'est marqué anonyme, et puis on retourne au moment où Wilmer est mort pour la petite danse de Leatherface qui a absolument servi à rien, et c'est la fin. Sorti directement en VHS en janvier 94 en Allemagne, oui, c'est l'heureux pays qui a eu ce film avant tout le reste du monde, il n'est sorti qu'en septembre 95 hors festival aux États-Unis et en avril 2000 en France. Visiblement, on n'était pas pressé de la voir. Et là, contrairement aux précédents films de la saga, ce délai de sortie n'est pas dû à de la censure à outrance, juste les distributeurs voulaient apparemment pas de ce film. Je comprends. Le film a été réalisé par nul autre que Kim Henkel, le co-scénariste du premier Massacre à la tronçonneuse. Apparemment, son intention de départ était de faire la réelle suite de ce premier opus. Il était convaincu qu'il allait reprendre et améliorer les concepts présents dans l'original. Concepts qu'il a donc aidé à écrire. Et que visiblement il a créé sans vraiment faire exprès, mais vous en faites pas, on va reparler du bonhomme, je sors pas ça de mon popotin. On a droit à une tripotée d'acteurs de la franchise qui reviennent ici pour faire des petits caméos. John Dugan, celui qui jouait le rôle du grand-père dans le premier Massacre à la tronçonneuse, joue le flic sympa de la fin du film. Marilyn Burns est la patiente dans le brancard à la fin du film, et elle n'est pas créditée. Je sais absolument pas pourquoi. Peut-être que Henkel pensait que ce serait un mystère sympa à résoudre pour les fans. Je doute que beaucoup de fans aient cherché un mystère dans ce film, sincèrement. À part peut-être celui de sa simple existence. Ah, et apparemment, il y a aussi Paul Partain, celui qui jouait Franklin dans le premier opus, qui est dans ce film, et je l'ai pas trouvé. J'avais pas vraiment la foi de regarder le film image par image. Je veux bien souffrir, mais pas à ce point, faut pas déconner. Mais bon, avouez,
Comme pour moi, c'est voir ces deux noms à l'affiche qui vous ont titillé la curiosité, non? Eh bien, il s'agit pour Matthew McConaughey, comme pour Renée Zellweger, de leur premier vrai rôle. Avant ça, ils n'avaient eu que des rôles de figurants non crédités ou des seconds rôles très mineurs. Ici, ils tiennent l'affiche. Et d'ailleurs, c'est 2 ans plus tard, en 1996, que Matthew McConaughey et Renée Zellweger vont percer. Matthew avec A Time to Kill et Renée avec Jerry Maguire. Comme quoi, les débuts de carrière, hein, ça veut rien dire. En parlant de notre petit Matthew, à la base, il avait passé l'audition pour un second rôle dans le film alors qu'il venait de finir ses études. Kim Henkel lui aurait apparemment demandé s'il ne connaissait pas quelqu'un qui pourrait jouer le rôle du grand méchant Wilmer, et après avoir recommandé des potes, Matthew s'est rendu compte que c'était quand même un peu con et est allé demander à Henkel s'il pouvait passer une audition pour jouer Wilmer, qu'il a réussi haut la main, terrorisant apparemment au passage la secrétaire de Henkel à coups de cuillère. Donc, comme les 2 acteurs principaux du film ont connu la gloire en 96, Sony, qui détenait les droits de distribution du film, a voulu ressortir celui-ci en mettant en avant ces 2 noms à l'affiche. 2 noms qui à cette époque faisaient partie de la même agence de talent. Cette agence a alors menacé Sony de leur faire un procès s'ils exploitaient le nom des 2 acteurs pour refaire la com du film. Ils ont même assuré que si Sony faisait ça, aucun des 2 acteurs ne réapparaîtrait dans les films estampillés Sony à l'avenir. Mais bon, le temps passant, les rééditions de l'affiche et des DVD n'ont eu aucune race et ont clairement tout misé sur leur nom. Parce qu'Hollywood dit en soi, on sait pas grand chose d'autre sur la production de ce film, si ce n'est qu'il a été filmé dans une ville texane du merveilleux petit nom de Pflugerville. J'aurais pas pu l'inventer celui-là. Le tournage était apparemment assez dangereux pour tout le monde, les acteurs comme les équipes. Mais après avoir passé en revue le tournage de Massacre à la tronçonneuse 1, j'avoue que vous raconter les petits bobos de tout le monde ferait pas le figure. Et bien sûr, j'aime les chiffres, et vous aussi si vous regardez mes vidéos, le film a eu un budget rikiki de 600 000 $, qui reste quand même 4 fois plus élevé que celui de l'original, hein, et n'a récupéré que 186 000 $ à sa sortie. C'est à peu près l'équivalent du budget du premier, tiens. Ça pique. Pour ce qui est de la franchise, techniquement le film peut être une suite directe du premier opus ou une suite des 3 premiers. Le texte d'exposition parle de 2 incidents mineurs mais apparemment reliés à l'affaire des Sawyer, en parlant des événements de Massacre à la tronçonneuse 2 et 3. Donc soit on dit que ça s'est passé, soit que ça avait aucun rapport. Pas que qui que ce soit essaye de suivre la chronologie de ces films. Faudrait être con pour faire ça. Ok, alors on a le premier film en août 73 dans le sud du Texas, la suite directe en 86 à Austin, une suite à ça ou une nouvelle suite au premier vu la blessure à la jambe de Leatherface en 91, je sais pas où, et officiellement pour Next Generation, on reprend là, et on reviendra à cette magnifique frise chronologique pour les autres films de la franchise qui viendront la défoncer. Ah, et cette fois-ci, personne ne peut venir me faire chier parce que je dis que le titre n'a pas de sens logique. Personne n'est tué ni même touché par une tronçonneuse dans ce film. Personne! Et la tronçonneuse, elle a pas de chaîne, de toute façon. Écoutez, ce film a absorbé chacun de mes neurones un par un plus rapidement que je n'ingère des quantités astronomiques de caféine, donc on va faire ça rapidement. La photographie, je suis déjà bien contente qu'on comprenne ce qui se passe à l'écran, mais on n'a pas droit à plus que le strict nécessaire. La lumière, c'est tout plat, tout est très bien éclairé, aucune ambiance n'est mise en place. Ça va jusqu'à l'humour involontaire quand les personnages remuent une lampe torche et prétendent qu'ils ne voient plus rien quand inévitablement elle ne fonctionne plus parce qu'on est dans un film d'horreur. Alors qu'on voit très bien partout, qu'est-ce que tu racontes, meuf ? Les décors, c'est fouillis, mais ça fait carton-pâte. Dans le premier film, le chaos crasseux de la maison mettait en avant les meubles faits de morceaux humains. C'est ce qui terrifie Pam et le spectateur lorsqu'on les découvre. Le reste de la maison, elle est vieille et sale, mais sans plus, parce que devinez quoi, il y a quand même des gens qui vivent là. Ici, c'est juste le chaos le plus total, mais sans aucune direction choisie. Et puisque la famille n'est plus, pour une raison qui m'échappe, cannibale, eh ben c'est juste une maison crade. Y a rien qui fait peur là, à part si vous êtes germophobe. Et en dehors de la maison, ça fait faux. Ça fait juste faux de partout, je sais pas quoi vous dire d'autre. Les costumes, pour les héros, c'est des costumes de balles de promo basiques, et Matthew a l'air de vouloir dézipper son bleu de travail constamment. Je ne ferai pas de commentaires sur mon appréciation de ce détail, mais parlons donc du costume qui compte le plus, celui du grand méchant qui ne joue absolument aucun rôle dans ce film. Celui qui est mis en avant sur l'affiche du film alors qu'on le voit 30 secondes top chrono. C'est du de mon de latex. Ils ont même pas essayé de faire genre que ce soit de la peau humaine. Et maintenant, Leatherface s'est transformé en l'une des pires représentations de crossdressing que j'ai vues dans un film d'horreur. Et vous le savez sûrement déjà, mais les films d'horreur ne sont pas connus pour leur subtilité quant aux représentations de la culture queer. Il y a des gens qui ont fait des essais de 2 heures sur le sujet, je vous les laisserai en description. Mais mon dieu, ce Leatherface est une horreur absolue, et pas dans le bon sens de l'horreur, hein, le mauvais sens de l'horreur. Pour le son, eh ben écoutez, vous vous souvenez de Hellraiser 3 et son merveilleux doublage en post? On est au même niveau, mais ici c'est tout le long du film. Le montage, bon Dieu, il suffit de regarder les 10 premières minutes remplies de faux raccords et de rythmes de découpage foireux pour se faire une idée du niveau global du bousin.
Et le jeu d'acteur? Je sais pas trop comment formuler ça sans paraître méchante envers des acteurs qui ont fait de leur mieux, donc veuillez garder en tête que tout ce que je vais dire a été dirigé et conservé par Henkel qui considérait que c'était bon. Ceci étant dit, on dirait qu'ils ont tous pris un truc différent. Jenny a l'air perchée, Darla a l'air bourrée, Wilmer a l'air coquet, bref, personne n'est sur la même longueur d'onde. Le film aurait pu être hilarant si tout le monde avait été dans le surjeu décomplexé comme le fait McConaughey. Ça aurait même pu être marrant si tout le monde avait l'air complètement stone en sous-jeu étrange comme Zellweger, mais la dissonance entre tout le monde ne marche pas, et ils ont vraiment l'air de pas vouloir être là. Même dans le making-of dont je vais parler plus tard, en coulisses, ils donnent tous l'impression d'être saoulés de devoir tourner ce film. Littéralement la seule personne qui a l'air de se faire plaisir, c'est la cascadeuse. Toutes les autres personnes présentes sur le plateau passent un mauvais moment. Même Henkel a l'air d'en avoir marre, et ça se ressent dans le film. Forcément que ça se ressent. J'ai l'impression d'avoir oublié un élément important du film. Ah mais oui, mais c'est bien sûr le scénario. Vous savez ce qu'avait fait Henkel sur le premier film? Commençons par le commencement. Le nombre d'éléments repompés du premier film est complètement abusé. J'ai déjà parlé de cette séquence entière et de ces deux scènes-là, mais il y a aussi le coup du frigo qui est répété pour la blague, la mort de Barry ressemble étrangement à celle de Kirk dans le premier film, et il y a aussi le bruit iconique de l'appareil photo de l'introduction du premier film qui est totalement hors contexte et injustifié, si ce n'est pour faire un clin d'œil. Henkel, c'est foiré. Il a voulu reprendre son plus grand succès, mais a oublié ou peut-être même n'a jamais su ce qui avait réellement fait ce succès. Foreshadowing. Leatherface est passé d'un tueur silencieux, certes maladroit, mais très efficace puisqu'il travaillait dans un abattoir tout de même, à un gamin qui pique sa crise en criant constamment et qui échoue tout ce qu'il entreprend. La famille, notoirement cannibale dans chacun des films, mange maintenant des bonnes grosses pizzas de fast-food. Et oui, ici les Sawyer ne tuent pas pour récupérer de la viande ni du sang pour papy, ils tuent parce que... Les adolescents sont des clichés ambulants qui déblatèrent de l'exposition à un rythme effarant, il y a absolument rien qui ne soit pas dit à voix haute dans ce film, pas de technique de narration visuelle, pas de détails intéressants à part peut-être le dressing de Leatherface qui est maintenant gigantesque, si vous trouvez ça intéressant, et bien sûr tout ce délire d'explication extérieure à la folie de la famille, cette organisation surpuissante qui cherche à faire souffrir les gens pour créer des expériences transcendantales... Oui, bon bah je vais pas passer par quatre chemins, hein, c'est de la merde. Pourtant, Henkel répète constamment que ce qui fout la trouille dans la vie, c'est les autres, c'est les gens. Alors pourquoi tu nous enlèves cette terreur primaire en essayant de l'expliquer? C'est profondément stupide. La seule façon d'implémenter cette idée d'organisation qui pousse les personnages à commettre les pires crimes serait d'en faire une représentation des spectateurs de films d'horreur qui en redemandent constamment plus. Le seul film qui ait utilisé efficacement cette idée, que j'ai vu, je doute pas qu'il y en a d'autres que j'ai raté bien sûr, c'est un film que je me refuse de vous spoiler. Si vous l'avez vu, vous saurez duquel je parle. Si vous l'avez pas vu, je suis sûr qu'il y aura quelqu'un dans les commentaires d'assez salaud pour vous ruiner le twist. Moi je le ferai pas. Mais sachez que cette idée n'est pas en soi mauvaise. Le souci, c'est que pour Henkel, cette organisation secrète, c'est littéralement les Illuminati. C'est pas une métaphore. Donc, en plus de tous les éléments purement cinématographiques du film qui sont juste ratés, on a un scénario écrit avec des pieds pas lavés, des dialogues aussi naturels qu'un quick, le tout perçu par son créateur comme étant la meilleure version de ces concepts écrits pour le premier Massacre à la tronçonneuse. Allez, on va se lancer dans l'explication preuve à l'appui de la dissonance existant entre un artiste, sa création et la perception qu'en a son public. Bah oui, je vais pas juste dire que le film est mauvais, faut bien que la vidéo ait un sens. The Return of Texas Chainsaw Massacre, The Documentary, est un making-of qui a été réalisé en même temps que le film, et que vous pouvez trouver entièrement sur YouTube si vous êtes curieux. Ce making-of, comme tous les making-of, nous fait entrer dans les coulisses du film, et m'a rendu profondément triste. J'en ai déjà parlé, mais chaque personne montrée dans ce making-of a l'air de pas vouloir être là. Sauf la cascadeuse qui a l'air de tellement s'amuser, et c'est encore pire de la montrer prendre son pied à faire ses cascades, parce qu'en contraste, tu te rends encore plus compte que les autres personnes présentes s'emmerdent. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me focalise dessus, bref. Ce qui est sûr, c'est que pendant ce making-of d'à peu près 1 heure, Henkel nous dévoile ses intentions autour de ce projet. Il nous dit donc que le but était de faire une suite à Massacre à la tronçonneuse en mieux, que ce petit film avec un budget ridicule et mal fait, mais qu'il a su trouver quelques fans d'horreur pur et dur, et qu'avec cette suite, il va améliorer tout ça. Comment on peut être
autant à côté de la plaque sur un film qui à ce moment-là a déjà 20 ans et a largement prouvé son statut de film culte auprès du public du cinéma d'horreur, un film que tu as écrit toi-même, le seul film de ta filmographie qui a eu du succès et qui revient constamment dans tes crédits. Il parle de revenir à la source, de retourner vers l'original après 2 suites qui s'en sont trop éloignées. Et au final, il a fait le seul Massacre à la tronçonneuse où il n'y a pas de meurtre à la tronçonneuse, où Leatherface est le plus inutile et le plus éloigné de sa première version, et où la famille Sawyer n'est même plus cannibale. J'arrive sincèrement pas à savoir s'il est en train de nous mentir pour essayer de vendre le film, ou s'il a réussi à se convaincre de tout ça. Pareil pour l'écriture en elle-même, la différence entre son discours et le résultat final est aberrante. Je vous invite à nouveau à aller voir ce documentaire, je peux pas tout résumer. Mais tout ce qu'il croit avoir fait ne se retrouve pas dans le résultat final. Et cette différence entre le créateur et la création, elle est plus souvent là que ce qu'on peut croire. C'est même assez rare que les intentions d'un réalisateur, pour prendre l'exemple du cinéma, soient globalement reçues par les spectateurs. Déjà parce que chaque spectateur aura sa propre lecture d'un film. Par exemple, mes vidéos sont des analyses, c'est très personnel, c'est ce que j'ai ressenti en regardant un film et quel message j'ai pu y lire. C'est en aucun cas universel. Mais en plus de l'expérience personnelle des spectateurs, il y a également souvent chez le créateur une large différence entre ce qu'on veut faire passer et notre façon de le faire passer. On peut être convaincu d'avoir tout fait pour montrer un certain message et se retrouver avec des retours qui passent totalement à côté de ce premier message. C'est pas nouveau ce que je vous dis là, et si parmi vous certains sont des artistes, quel que soit le domaine, vous serez déjà sûrement au courant de cette dissonance. Enfin bref, tout ce passage beaucoup trop sérieux pour mettre en avant le fait que Kim Henkel devait avoir l'image d'un film en tête, un certain message et une certaine morale qu'il voulait faire passer, mais qu'à cause d'un manque de recul ou une mauvaise maîtrise du métier de réalisateur, qui est beaucoup plus complexe que de simplement avoir des idées. Il suffit vraiment pas que de ça. Il faut savoir gérer plusieurs équipes, avoir un vocabulaire précis pour pouvoir communiquer avec tes techniciens, savoir écouter les retours de tes équipes et tellement d'autres choses. Bref, encore, il y a quelque chose que je vous ai volontairement pas encore dit. Ce film est le seul et unique réalisé par Henkel. Il n'est pas réalisateur. Et il suffit de le voir sur le plateau de tournage pour cramer qu'il y a quelque chose qui cloche. Je soupçonne même les gens qui ont tourné et monté le making-of d'avoir su dès le départ que ce film serait une catastrophe, vu le choix judicieux de la musique. Welcome to my home! Dans ce making-of, on découvre que certaines équipes ont été montées du jour au lendemain, que la communication entre tout le monde est assez boiteuse, et en interview, Henkel et son producteur mettent en avant le petit budget du film pour expliquer le résultat. Mais vous savez quel film est la preuve sur patte qu'un petit budget peut donner un chef-d'œuvre? J'ai un peu l'impression de m'être lâché sur Henkel, là. Pour ma défense, en quelque sorte, ce film est pour moi le pire de la saga. C'est le Hellraiser 9 de Massacre à la tronçonneuse. Oui, je vais jusque-là, oui. Rien ne va là-dedans. Et vu les coulisses de la production, c'est pas vraiment étonnant. Là où Massacre à la tronçonneuse 2 a ses idées et son public qui l'adore, et où Massacre à la tronçonneuse 3 était un projet mené par un fan de la saga à qui les producteurs l'ont fait à l'envers et ont massacré un film qui aurait pu être bon, Massacre à la tronçonneuse 4, il a rien. À partir de maintenant, je vais remercier tous les tipeurs qui me soutiennent. Si vous voulez faire partie des noms qui sont juste là, vous pouvez aller checker mon profil Utip. Il suffit de faire un don récurrent d'1€ pour être là. Voilà, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Puis vous pouvez aussi acheter une tasse si vous voulez montrer ce merveilleux popotin à tous vos collègues. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour soutenir la chaîne. Je sais que cette vidéo est assez courte comparée à mes autres vidéos, mais c'est parce que le prochain film de la franchise, c'est un sacré morceau. Comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, ciao!